Bonjour à tous et merci de votre fidélité à nos travaux. Vous le voyez, le mois de janvier est assez dense. Nous nous voyons toutes les semaines avec plaisir et bonheur. Ce matin, nous allons parler du reporting de durabilité, en espérant que nous ayons encore une CSRD dans quelques semaines, mais normalement oui. Avant de laisser la parole à Chloé et à Vincent, je voulais revenir sur nos prochaines conférences. Alors, la semaine prochaine, mardi 28 janvier, nous parlerons de la CS3D. Vous savez que la loi sur le devoir de vigilance va laisser la place à une loi de transposition de la CS3D. Et je pense que c'est, même s'il y a un peu de pushback à l'heure actuelle, c'est quand même très, très important de faire un point précis sur cette directive qui va entrer en vigueur d'ici juillet 2026. Nous parlerons, alors pour parler de cette CS3D, nous aurons Sarah Bagnan, que vous connaissez bien, hein, elle est associée en charge de l'ESG chez KPMG. Et puis nous aurons Juliette Guillou, qui est senior manager du centre d'excellence ESG chez KPMG toujours. Donc 28 janvier sur la CS3D. Le 11 février, ensuite, nous parlerons de l'actualité comptable pour la clôture 2024 en règle française. Et pour parler de normes françaises, nous aurons Anne-Lise Blandin, que vous connaissez également très bien. Et elle est associée d'EY et vous savez qu'elle préside la commission des normes privées à l'autorité des normes comptables. Et puis sera avec elle Nathalie Nicolas, la directrice technique normes privées à l'autorité des normes comptables. Donc ça, c'est le 11 février. Nous ferons une petite pause pour les vacances. Et puis, dès le mois de mars, nous vous concoctons un petit programme très, très intéressant. Nous parlerons de tagging digital des rapports de durabilité. Nous parlerons d'audit de durabilité. Nous parlerons de la CSRD pour les PME. Encore une fois, en espérant que nous ayons toujours une CSRD. Et nous aurons peut-être d'ici là les principales propositions de la loi Omnibus. Et puis, nous parlerons également de l'actualité de la direction de l'AMF qui est dirigée par Sophie Baranger sur les enquêtes et les contrôles. N'hésitez pas à regarder sur notre site internet puisque nous avons toujours une actualité sur ces conférences. Et puis, vous recevez bien sûr les newsletters pour vous mettre totalement à jour sur les dates que nous proposerons pour ces conférences. Donc aujourd'hui, nous parlons du bilan qu'a fait l'AMF sur le reporting de durabilité des sociétés cotées. Alors bien sûr, ce n'était pas encore des rapports de durabilité, c'était des DPEF, mais je comprends que les observations que vous faites seront encore tout à fait utiles et valables pour les rapports de durabilité. Chloé, merci beaucoup. Donc Chloé Vincent est Policy Officer à la direction de la régulation et des affaires internationales de l'AMF. Merci beaucoup Chloé. Et puis Vincent Lédé est chargé de supervision à la direction des émetteurs. Donc, un grand merci à tous les deux de nous faire partager ce panorama et ce bilan. Vous le savez, vous pouvez poser vos questions sur l'onglet qui s'appelle Q&A ou Q&R, selon que vous êtes en français ou en anglais. Et nos deux intervenants répondront à vos questions en fin de conférence. Merci à tous pour votre fidélité et un grand merci, Chloé, Vincent. Je vous laisse le floor. Merci beaucoup Sonia et bonjour à tous. On est ravis d'être là ce matin pour vous présenter notre rapport. Alors dans cette présentation, ce que l'on va faire, c'est d'abord vous faire un panorama réglementaire général qui est par ailleurs repris dans le rapport sur la partie DPEF, CSRD et la partie taxonomie. Et puis on présentera le bilan du rapport. Même chose d'abord sur la partie DPEF hors taxonomie. On avait un peu du mal à la nommer cette partie. Puis sur la partie taxonomie. Et puis comme l'expliquait Sonia, on prendra les questions à la fin. Alors sur la slide suivante, je laisse Vincent vous en parler. Merci Chloé. Alors, quelques mots concernant l'approche de supervision de l'AMF sur CSRD. Donc, comme vous le savez, la finance durable est l'un des axes stratégiques de l'AMF et nous continuerons donc d'accompagner les émetteurs et veiller à la qualité de l'information de durabilité. Pour 2025, notre approche sera basée sur la progressivité, la bienveillance et le pragmatisme, tout en s'assurant de la convergence européenne sur ces sujets, tant au niveau de l'application des textes via les ESEP ou priorités de supervision européenne, que celui de la normalisation en remontant des sujets d'application et d'interprétation à l'ESMA, l'EFRAG et à la Commission européenne.
Merci beaucoup. Donc ça, c'était effectivement important de faire un point sur notre approche et on pourra y revenir si vous avez des questions, bien sûr. Ce qu'on voulait, donc en écho à ce que vient de vous dire Vincent, hem, notre rapport est un rapport qui, fait de la pédagogie sur, bon, la DPEF, mais surtout qui fait un bilan, de l'exercice de supervision passé de l'AMF, donc 2023-2024, sur les DPEF, avec des commentaires qui sont toujours utiles pour la préparation de CSRD. Comme ces commentaires sont des commentaires qui sont faits à un nombre limité d'émetteurs, vous voyez ici 41 émetteurs, on trouvait utile de les partager à un plus grand nombre d'entreprises et d'en faire une synthèse. Alors évidemment, c'est pas une synthèse de tous les commentaires qu'on a pu envoyer, mais des plus importants ou des plus fréquents. Donc le rapport, il porte sur tous les aspects de la DPEF, taxonomie compris, puisque c'est un reflet de l'exercice de supervision de l'AMF. Par ailleurs, pour donner un peu plus de matière à à ce bilan, on fait dans ce rapport tout un tas de focus sur la CSRD et sur la taxonomie, pour, donner un peu plus d'actualité à ce que l'on propose et surtout, mettre en perspective, nos précédents commentaires avec la CSRD. Il y a aussi beaucoup d'illustrations, vous le verrez, on en a mis certaines dans cette présentation, issues des rapports, URD 2023, donc publiés en 2024 par des entreprises et qui anticipaient déjà certains aspects, de la réglementation CSRD et qui me semblaient donc, assez intéressants. Important de dire aussi ce que ce rapport ne fait pas, ça n'est pas une étude statistique puisqu'on est sur un échantillon, un échantillon de supervision, mais de 41 émetteurs, donc c'est trop peu pour en tirer des conclusions sur, l'état de préparation à la CSRD, par exemple. Ça n'est pas non plus, et ça c'est lié à notre mandat, une évaluation de la durabilité de l'entreprise, de son analyse de durabilité. On ne fait pas comme les auditeurs, à aller, challenger, le bien-fondé de l'analyse, de matérialité ou, pour la taxonomie, l'analyse, des critères techniques qui ont été faits. Nous, en tant qu'AMF, on se concentre sur la bonne information pour les investisseurs et donc c'est bien ça qui est reflété dans le rapport. On a, aussi essayé, autant que possible et j'espère qu'on a réussi à ne pas créer de nouvelles doctrines sur les sujets de taxonomie ou CSRD. On essaye de s'appuyer sur, les FAQ existants, de l'EFRAG, de la Commission européenne, et tous les documents de l'ESMA aussi pour véhiculer des messages, sur ces sujets. Donc voilà pour la présentation brève du rapport et puis on reviendra, plus tard sur son contenu. Et il me semble qu'on va pouvoir passer, maintenant au panorama, donc je laisse la main à Vincent. Merci Chloé. Donc, effectivement, dans cette première partie, nous allons revenir rapidement sur le panorama réglementaire général sur le reporting de durabilité, car vous êtes un public en première ligne face à ces sujets problématiques, mais si besoin, lors de l'échange du Q&A, vous pourrez nous reposer des questions sur cette partie-ci. Alors, effectivement, l'année 2024, comme vous le savez, l'exercice 2024 est marqué par la disparition de la DPEF liée à la directive NFRD au profil d'un reporting renforcé et harmonisé via l'état de durabilité. Super. Voilà. En effet, la CSRD renforce considérablement le reporting de durabilité, que ce soit à la fois sur son champ d'application, avec plus d'entreprises qui seront couvertes, notamment les PME cotées, sur sa standardisation avec l'utilisation des normes ESRS, sur son format également, avec la digitalisation prévue du reporting dans un futur proche, et enfin sur l'assurance délivrée par un tiers qui évoluera d'un niveau modéré à un niveau raisonnable à compter de 2028. Concernant le calendrier, si l'exercice 2024 correspond aux anciens émetteurs redevables de la DPEF avec NFRD, les exercices 2025 et 2026 marqueront, eux, un élargissement des obligations de reporting de durabilité à des nouveaux entrants, notamment les PME, lors de l'exercice 2026 pour un reporting publié en 2027,
avec une possibilité de décaler cette obligation de publication jusqu'à l'exercice 2028 pour un reporting publié en 2029. Concernant les ESRS, on peut souligner que le set 1 est constitué des ESRS générales et celles qui sont thématiques, et qu'il est prévu par la suite que des normes sectorielles et des normes PME et non-UE complètent cet ensemble normatif. Point d'attention, on vous rappelle qu'en juillet 2024, la Commission a publié une version française corrigée des normes ESRS, et c'est désormais cette version qui fait désormais référence. Un petit point de précision sur la digitalisation du reporting, qui est un sujet, il me semble que vous allez couvrir, plus tard. Point d'attention, pourquoi? Parce qu'il y a une consultation en cours jusqu'à fin mars sur les règles de digitalisation de l'état de durabilité. C'est une consultation publique de l'ESMA. Pourquoi? Puisque c'est l'ESMA qui est en charge, de prévoir ces règles de tagging et leur mise en œuvre. Donc il y a 2 mandats différents. Il y a le mandat de l'EFRAG qui a fait le dictionnaire des tags sur la base des ESRS, et l'ESMA qui vient ensuite dire jusqu'à quel niveau, quel niveau de détail, il faut aller taguer son état de durabilité. Pour vous donner un exemple, et aussi selon quel calendrier. Donc pour vous donner un exemple, l'ESMA propose, dans sa consultation, un tagging par étape, en commençant, par des informations quantitatives qui sont taguées et certaines informations narratives, importantes, par exemple, sur le climat ou, les informations liées à ESRS2, donc les informations générales, de l'état de durabilité, et au fur et à mesure, il va y avoir ce qui est proposé, c'est un tagging des informations narratives de plus en plus détaillé. Alors on parle de niveau 1 pour le tagging, très, général au niveau d'exigence de publication, donc les gros blocs, qu'on appelle dans le jargon donc les DR. Puis, le niveau 2 un peu plus précis, au niveau des points, A, B, C, et le niveau 3 au niveau des petits i, II et III. Voilà, donc ça va quand même assez loin. On vous invite à répondre à cette consultation. C'est d'autant plus important qu'il n'y a pas eu de test de terrain de ces tags, puisque les premiers rapports durabilité ne sont pas sortis encore, et donc on a besoin de retours de terrain sur, la faisabilité de ce tagging. Est-ce que le calendrier est, suffisamment, étendu dans le temps? Est-ce qu'il y a suffisamment de phasing? Et aussi sur l'utilité de ces tags, ça aussi c'est l'aspect utilisateur qui est très important. Donc voilà, petit rappel pour répondre à cette consultation, c'est effectivement important. Et sur la slide suivante, Vincent, ouais. Sur la slide suivante, donc après la présentation du panorama très général, hein, de la CSRD, on vous propose ici un panorama très général de la taxonomie, parce qu'on pense que vous avez, pour la plupart, déjà ces éléments en tête. Donc la taxonomie, on ne la présente plus. C'est un cadre qui permet de définir des activités économiques durables autour de 6 objectifs que vous avez, à votre droite. Ce cadre s'appuie sur la CSRD pour ce qui est du champ d'application que vous a présenté Vincent tout à l'heure, et du calendrier, également présenté tout à l'heure. Un point d'attention, si ce n'est pas déjà un outil que vous utilisez, la commission a mis en ligne l'EU Taxonomy Navigator, qui est un outil, qu'on utilise, enfin que j'utilise personnellement beaucoup, parce qu'il permet de naviguer dans tous les textes de la taxonomie de façon beaucoup plus simple, que ce soit les règles de reporting, il y a des liens vers les textes, ou encore mieux, les critères de durabilité et les FAQ. Donc c'est assez pratique. Et puis le premier lien que vous avez, donc sur le petit encadré en bas, donc la page d'accueil de la Commission européenne, est aussi très pratique parce que vous avez un onglet FAQ qui est, tout le temps à jour avec les textes, en anglais, en français, et cetera. Donc c'est voilà, c'est 2 liens qu'on utilise, pour se tenir, à jour, des actualités taxonomie. Sur la deuxième salle, on revient sur les concepts essentiels de la taxonomie que je crois on vous a déjà présenté, lors d'un webinaire l'année dernière. Simplement pour rappeler la différence entre éligibilité, donc les activités couvertes par la taxonomie mais qui ne sont pas encore durables,
puis les activités alignées, qui sont synonymes de durable sur le plan environnemental et qui ne sont durables que si elles répondent à ces 3 grands types de critères de contribution substantielle, de DNSH dans le jargon, donc absence de préjudice important causé à autre objectif, et respect des garanties minimales. Point aussi important, ces critères doivent être révisés régulièrement, à minima tous les 3 ans. Et vous avez peut-être vu ces dernières semaines une publication de la plateforme Finance durable européenne sur la révision de ces fameux critères. Voilà, donc ça c'est le process normal de la taxonomie. Toujours sur la taxonomie, un rappel, alors que je vais faire très bref parce qu'on va pouvoir en parler tout à l'heure et à mon avis, vous avez déjà ça en tête, sur les obligations de reporting taxonomie. Les sociétés financières et les sociétés non financières ont des obligations différentes avec des informations narratives à donner, mais surtout les modèles de tableau taxonomie avec les indicateurs. Pour les sociétés non financières, c'est 3 KPI qui doivent être donnés: le chiffre d'affaires, les CAPEX et les OPEX. Et puis on pourra en parler tout à l'heure sur nos conclusions sur ces sujets. Alors un dernier slide plutôt d'actualité sur la taxonomie pour rappeler ce qu'il y a eu de nouveau en 2024 et ce qu'il y aura de nouveau en 2025. En 2024, c'était une année importante, surtout pour les sociétés financières, puisqu'il y a eu leur premier reporting taxonomie d'alignement. Donc un reporting complet qui parle de durabilité. Et à l'occasion, l'AMF a publié une étude spécifique sur le secteur des banques et assurances qui a été publiée en même temps que le rapport qu'on vous présente aujourd'hui et qui vient pointer les difficultés ou les difficultés d'utilisation et aussi les retours d'application de ce premier reporting complet. 2024, c'était aussi l'utilisation des nouveaux modèles de tableaux, alors pour les sociétés non financières y compris. Donc ce sera toujours le cas en 2025, bien évidemment. Et 2024, c'était, pardon Vincent, c'était aussi le premier reporting sur, c'était le premier reporting sur l'éligibilité sur les 4 nouveaux objectifs de la taxonomie au-delà du climat. C'est important puisqu'en 2025, il va y avoir un exercice plus complexe pour les sociétés non financières d'analyse d'alignement sur ces 4 nouveaux objectifs. Donc on les a rappelés tout à l'heure, tout ce qui est économie circulaire, biodiversité, etc. Donc point d'attention pour 2025, d'autant plus qu'avec l'arrivée de la CSRD, on a l'audit de l'information, de l'assurance de l'information durabilité qui arrive aussi en 2025. Donc ça, c'est un cran au-dessus, on va dire, au niveau du contrôle interne et de la préparation des informations. Voilà pour les grandes actualités. Il y a aussi eu un FAQ qui a été publié par la Commission européenne fin novembre sur le reporting taxonomie, par exemple sur les questions d'indicateurs et de tableaux. Le FAQ n'est pas encore publié au journal officiel, mais ça peut toujours être important de prendre un peu d'avance et de regarder ce qu'il y a eu dans ce projet. Voilà pour le panorama dans les grandes lignes et on va pouvoir passer maintenant au cœur du sujet qui, je l'espère, va vous intéresser. Donc la synthèse de notre rapport, à commencer par la partie DPEF sans taxonomie. Alors pour vous donner un aperçu général de cette partie, comme j'expliquais en introduction, le rapport est le reflet de l'exercice de supervision de l'AMF. Donc vous avez dans ce rapport tous les aspects qui ont été couverts par les commentaires faits par les chargés de l'AMF aux entreprises. Et ça va donc du modèle d'affaires à la présentation des impacts, risques, l'analyse de matérialité, la présentation des objectifs et indicateurs, politique et action, et les aspects gouvernance. Et donc pour chacun de ces aspects, ce qu'on fait dans le rapport et ce qu'on va faire dans cette présentation, c'est vous montrer le bilan de la revue et des commentaires pour aider à l'application de la CSRD. Et à chaque fois aussi, il y a des exemples de bonnes pratiques. Dans le rapport, et c'est un peu plus long que ce qu'on vous a mis dans cette présentation, il y a aussi une annexe sur toutes les règles de présentation de l'état de durabilité en termes de structure, en termes de renvoi qu'on a le droit de faire ou non vers des documents, vers l'URD ou renvoi interne,
et également la présentation de tableaux obligatoires, tableaux index obligatoires. Pour commencer par le commencement, donc le modèle d'affaires, les principaux éléments identifiés sur le modèle d'affaires par l'AMF les précédentes années, c'était sur le niveau de détail de la description du modèle d'affaires et de la processus de création de valeur, et la question de cohérence entre ce qui est présenté dans la DPEF ou par ailleurs, parfois parce qu'il y avait des renvois dans le rapport de gestion sur ce modèle d'affaires, sa chaîne de valeur et le profil de durabilité de l'entreprise. L'objectif de la description de ce modèle d'affaires, de cette stratégie, c'est justement de donner des clés pour comprendre ensuite le profil de durabilité de l'entreprise. Autrement dit, si l'entreprise a des enjeux très importants au niveau de sa chaîne de valeur aval, il faut donner des clés de lecture dans la description du modèle d'affaires et montrer en quoi cette chaîne de valeur aval est importante, quelles sont les principales caractéristiques, les principaux acteurs. Ça, ce sont des éléments qui avaient déjà dans les commentaires faits par l'AMF en 2023 et 2024 et qui se retrouvent fort heureusement dans la CSRD avec un niveau de détail quand même assez important qui est demandé. Alors vous le voyez par exemple, la CSRD demande aux entreprises dans la section, donc ça c'est ESRS 2, dans la section SBM 1, l'entreprise va devoir décrire ses grands groupes de produits, ses clients, ses salariés par géographie et pour ce qui est du modèle d'affaires, les intrants, les extrants et les bénéfices pour les parties prenantes. L'entreprise va aussi devoir décrire sa chaîne de valeur en se focalisant sur les acteurs clés. Ça, c'est important. On n'attend pas avec CSRD une description exhaustive de la chaîne de valeur. Ce serait beaucoup trop long. Surtout que la CSRD va au-delà du rang 1. On demande une vision beaucoup plus large de la chaîne de valeur. Mais il faut que cette description, elle soit cohérente avec les enjeux de durabilité de l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est un des critères qui est donné dans les ESRS pour guider l'entreprise sur jusqu'à quel niveau de détail, quels sont les acteurs que je mets en avant dans ma description. La réponse, c'est les acteurs qui sont les plus pertinents par rapport à votre profil ESG. Nous, dans les précédents rapports, on a vu quelques bonnes pratiques en termes de présentation, notamment le fait de faire des infographies. Ça permet de mettre en lien la description du modèle d'affaires avec les éléments présentés ensuite dans la DPEF, par exemple, les grands indicateurs de l'entreprise ou ses grandes politiques. Ce type d'infographie n'est évidemment pas requis par la CSRD, mais peut être utile pour faire du lien entre cette section modèle d'affaires et le reste de l'état de durabilité demain. Pour vous donner une petite illustration en termes de présentation, à la slide suivante, merci beaucoup. Vous avez dans les ESRS la possibilité de faire des incorporations au moyen de renvoi, c'est-à-dire ne pas inclure toute la description du modèle d'affaires et de la stratégie dans l'état de durabilité, mais renvoyer vers ce qui est déjà en grande partie présenté dans le rapport de gestion. Une fois qu'on a dit ça, il faut néanmoins respecter des règles en termes de présentation. Et donc cet extrait de ESRS 1 vous explique un peu mieux quelles sont ces règles-là, qu'on vous a remis aussi sur le petit encadré rouge. Lorsque vous faites un renvoi vers, par exemple, cette partie du rapport de gestion pour décrire votre chaîne de valeur, il faut qu'il y ait, si vous voulez, une double référence. Il faut que dans l'état de durabilité, vous expliquiez évidemment, cette information, je ne la fournis pas ici, elle est dans mon rapport de gestion, exactement telle section. Donc, il faut que la référence soit précise pour qu'on puisse la retrouver. Ça va plutôt de soi. Et par ailleurs, il faut que dans le rapport de gestion, dans la section qui décrit votre chaîne de valeur, vous mettiez la référence aux ESRS. Donc, c'est l'élément là qui est surligné en jaune dans l'encadré gris foncé. Donc ça, c'est l'encadré qui représente la rédaction du rapport de gestion. L'entreprise doit indiquer cette partie de mon rapport de gestion, elle fait référence à ESRS 2, SBM 1. Donc voilà, en termes de référence, ça doit être assez précis. Et par ailleurs, il y a des règles à respecter en termes d'audit. C'est-à-dire qu'il faut que cette information du rapport de gestion, elle ait le même niveau d'assurance que le reste de l'état de durabilité. Et il faut aussi qu'elle respecte les mêmes règles de balisage, de tagging digital lorsque ce sera disponible, puisque pour l'instant, ça n'est pas encore requis pour les premiers rapports.
Donc voilà pour ce petit rappel et on fera le même tout à l'heure, je pense pour la question de gouvernance. Sur la deuxième partie qui est l'analyse de matérialité, donc l'identification des impacts, risques et opportunités, on a séparé 2 aspects. L'aspect transparent sur le processus d'analyse de matérialité, donc la méthodologie d'analyse et sur la slide suivante et ce sera pareil d'ailleurs dans le rapport, la transparence sur le résultat de l'analyse de matérialité, donc quel est finalement le profil, de durabilité de l'entreprise. Sur le processus, 2 éléments qui ne vont, sans doute pas vous étonner. L'AMF, lors de ses bilans, des années précédentes, mettait en avant le manque de transparence sur cette méthode. Alors normalement, il va y avoir un gap assez important entre ce qu'on avait aujourd'hui dans les TPF et ce qu'on va avoir demain avec la CSRD sur le niveau de transparence, puisque vous voyez dans l'encadré qui est assez fourni que, les ESRS demandent beaucoup de données sur, cette analyse de matérialité. Pour vous donner un exemple, dans les ESRS, vous avez la section générale, donc ESRS 2, qui demande déjà, de l'information sur, l'analyse de matérialité. Donc cette section s'appelle AIRO 1 et vous avez en plus, dans toutes les normes thématiques des ESRS, des sections toutes les normes, je rectifie, dans presque toutes les normes thématiques des ESRS, à l'exception, il me semble, des normes sociales, des informations supplémentaires et plus spécifiques qui vous sont demandées sur, l'analyse de matérialité. Hem, Par exemple, sur la biodiversité, on va vous demander, d'expliquer, donc après avoir expliqué quels sont vos impacts, dépendances et risques, quels ont été les critères de matérialité, retenus? Comment est-ce que vous avez évalué ces impacts, risques, opportunités, et dépendances, au moyen de seuils de matérialité? Donc ça va quand même assez loin en termes de niveau de transparence. Alors évidemment, il ne faut pas donner, dans l'état de durabilité, les seuils, de matérialité retenus, pour chaque impact risque, ce serait beaucoup trop long. Mais, en termes de méthode, en tout cas, c'est ce qui semble être attendu, des émetteurs. Hem, Autre point important, il faut faire cette évaluation sur la base des pardon, je vais un petit boire un coup, ma gorge est un peu sèche. Excusez-moi. Alors, donc aussi point très important, il faut que les risques, opportunités et impacts soient analysés sur la base, brute. Donc ça aussi, c'est une précision, nouvelle par rapport, à la DPEF. J'ai oublié de préciser, mais tous les points de données, Aéro 1, qui sont dans la CSRD sont des points de données à fournir de façon obligatoire. C'est-à-dire que c'est pas soumis, paradoxalement, à l'analyse de matérialité et ce qui fait aussi que ce reporting peut être, assez, lourd, par rapport au reste de la DPEF. Pour vous donner, un exemple de bonne pratique qu'on a trouvé, puisqu'on en a trouvé plusieurs, ici vous avez Vivendi qui vous présente une analyse de matérialité, en tout cas son process d'analyse de matérialité avec une matrice, qui n'a rien de classique puisque c'est une matrice spécifique sur les risques climat, de transition et risques physiques, et qui ne couvre, comme je le disais, que les risques, pas les impacts. Hem, En quoi cette matrice est intéressante? Elle est intéressante parce qu'elle met en avant le dessous des cartes, si vous voulez, avec le critère d'occurrence du risque et le critère d'ampleur du risque, qui sont les 2 critères, mis en avant, dans les ESRS, et qui permettent d'évaluer la matérialité d'un risque. Sur cette matrice, l'entreprise a placé ces différents types de risques, on permet de comprendre ce qui fait que, par exemple, le risque P2, qu'on va voir, dans la slide juste après, le risque de forte chaleur et perte de productivité est particulièrement important par rapport au risque, T5. Hem, donc ça, c'est déjà le premier point qui est assez intéressant. Évidemment, on ne demande pas aux entreprises de fournir cette matrice de matérialité pour tous les sujets, mais on trouvait cet exemple, assez pédagogique pour montrer en termes de démarche, qui peut être attendu des ESRS. Sur la slide suivante, vous avez un petit focus qui est fait sur, ce fameux risque P2, de perte de productivité. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? On a du narratif qui va expliquer les sources d'analyse, sur quoi l'entreprise se base pour dire que, ce risque-là, il est particulièrement important, en termes d'ampleur et d'occurrence.
Ça, c'est vraiment un niveau de détail qui est très intéressant. Alors effectivement, voilà, comme je disais tout à l'heure, on n'attend pas ce niveau de détail pour tout, mais en tout cas, peut-être pour les sujets qui sont particulièrement importants ou qui ont été générateurs de débats, ça peut être intéressant d'avoir ce niveau de détail. Vous voyez ici, l'entreprise cite le Bureau international du travail comme source externe et ça me permet de rebondir, sur un sujet, qui est sur quelles sont nos sources de données pour faire l'analyse de matérialité. Les ESRS évoquent, 2 aspects, la consultation de parties prenantes et parties prenantes, au sens très large puisque, par exemple, les écosystèmes ou la biodiversité peuvent être représentés par des parties prenantes et peuvent être considérés comme des alors j'ai en anglais les silent stakeholders, donc des parties prenantes, je ne sais plus comment c'est traduit en français, mais qui doivent être représentées. Donc ça peut être très large. Et il y a aussi dans les ESRS la mention des experts, possibilité de consulter des experts, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours les bons experts sur les sujets de durabilité. Une autre source d'information qui n'est pas citée dans les ESRS, mais qui est en réalité souvent utilisée par les entreprises, c'est la littérature scientifique qui peut être associée un peu à la consultation d'experts et qui est une source de données vraiment très importante pour donner un peu de, bon, j'aime pas trop ce mot, mais d'objectivité dans l'analyse qui est faite, en plus de la consultation des parties prenantes. Pour donner un exemple de pourquoi c'est important, si on prend le sujet eau et pollution de l'eau, consulter des parties prenantes, ça peut être intéressant pour comprendre leur intérêt propre à ce que l'eau soit de bonne qualité, par exemple pour des raisons de récréatives, pouvoir se baigner dans l'eau. Mais c'est aussi important de pouvoir comprendre quel est le bon niveau de qualité d'eau pour la préservation des écosystèmes enfin, voilà, de l'écosystème du milieu aquatique. Et ça, c'est pas forcément les parties prenantes qui vont pouvoir vous donner cette information, c'est plutôt la littérature scientifique ou si vous avez la chance d'avoir trouvé un expert, l'expert en question. Voilà, donc c'est important d'avoir différentes sources, parce qu'on entend beaucoup les entreprises être frustrées des consultations de parties prenantes qui ne leur permettent pas d'avoir une analyse complète de la matérialité. C'est effectivement le cas, c'est important de consulter les parties prenantes, mais c'est important aussi d'avoir d'autres sources qui ne sont pas moins importantes, notamment ces sources scientifiques-là. Et donc, on peut passer à la slide suivante sur le résultat maintenant de cette analyse de matérialité. Donc, comme j'expliquais, il s'agit de décrire les impacts, risques et opportunités brutes avec la CSRD, mais aussi de décrire les effets financiers qui en découlent. Donc, au final, avec la CSRD, on vous demande la description totale, si je puis dire, de votre profil de risque, profil de risque et d'impact et d'opportunités brutes et nettes selon différents horizons de temps. Alors, je précise quand même que la description des effets financiers attendus, donc prospective, n'est pas requise la première année et peut être simplement qualitative les 2 années suivantes parce que c'est une information particulièrement difficile à donner. Et donc, il y a ce phasing qui est prévu par la CSRD. Ce niveau de détail qui est demandé correspond aussi à ce qu'on a pu demander aux émetteurs lors des précédents exercices, avec une description suffisamment précise des impacts, risques, opportunités, en précisant notamment l'horizon de temps. Parce qu'un risque climat physique à moyen terme et un risque climat physique à très long terme, ça n'a pas grand-chose à voir compte tenu des scénarios climatiques que nous avons. Donc c'est vraiment important de donner, si l'analyse n'a pas pu être faite sur tous les horizons de temps, par exemple, de dire à minima, ce risque-là que je présente, il est sur tel horizon de temps, pour donner du contexte au lecteur. Important aussi, et ça c'est quelque chose qui revenait beaucoup dans nos commentaires, d'avoir un équilibre entre les aspects négatifs, les impacts négatifs par exemple, et les aspects positifs, les opportunités par exemple. Ça va dans les 2 sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, avec l'état de durabilité, axer uniquement sur les impacts négatifs et laisser de côté les opportunités. Donc ces 2 aspects sont importants et puis enfin le dernier point, qui revient, beaucoup sur ces slides, vous le verrez, c'est le sujet de la cohérence, encore une fois. Cohérence, pourquoi? Parce que, lorsqu'on décrit et qu'on hiérarchise les impacts, risques, opportunités, clés pour l'entreprise, il faut qu'on retrouve ce niveau d'importance
par ailleurs, dans le reste de l'état de durabilité et de la DPEF, sur le niveau d'importance de telle politique, de telle action, pour qu'on n'ait pas l'impression de lire des politiques anecdotiques par rapport au profil de durabilité présenté au début de l'état de durabilité par l'entreprise. Ça, c'est vraiment du bon sens qui, évidemment, reste pertinent pour la CSRD. Sur la slide suivante, vous avez un exemple de restitution du résultat de l'analyse de matérialité qui est, pour le coup, très détaillé. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait toujours exactement ce niveau de détail dans les états de durabilité. C'est vraiment un exemple à vocation pédagogique. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant cet exemple? Parce que l'entreprise, Fnac Darty, vient décrire ses risques climat. Donc, par exemple, le risque de transition décliné en risque réglementaire et le risque réglementaire décliné en 3 éléments distincts pour bien comprendre quel est voilà, le contenu de ce risque. Autre chose très intéressante pour nous, c'est les 2 dernières colonnes. La colonne d'impact potentiel, plutôt d'ampleur du risque, qui permet de hiérarchiser. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, la précision sur l'horizon de temps qui est mis en face du risque. Donc ces éléments-là, ils sont vraiment importants. Ça peut être donné sous forme narrative, pas forcément sous forme de tableau. Dernier point important avec cet exemple, c'est tout en bas, vous voyez non évalué. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que l'entreprise est transparente sur les limites de son exercice de matérialité. On sait que la première année, les premières années, l'analyse de matérialité ne sera pas forcément 100% finalisée, complète, parce que les ESRS sont particulièrement denses, avec beaucoup de critères à évaluer, et notamment les aspects prospectifs peuvent être compliqués à analyser dès la première année. Ce qui est important, c'est d'être transparent sur les limites de cet exercice. Donc voilà pourquoi on a mis cet exemple en avant sur cette slide. Et voilà, je laisse la main à Vincent pour les slides suivantes. Merci Chloé. Alors, sur le sujet de la présentation des indicateurs, peut-être commencer par quelques chiffres. 40% des commentaires de l'AMF portaient sur la publication des indicateurs et des cibles dans le cadre de ces revues de DPEF, et en particulier en lien avec la thématique climat, ce qui est cohérent aux priorités européennes de supervision commune des années passées qui avaient un fort accent sur la thématique climat. Donc, au niveau de ces commentaires, les principaux commentaires de l'AMF visaient tout d'abord l'absence, la pertinence ou l'imprécision de l'information relative à ces indicateurs. Par exemple, sur la thématique climat, on avait un sujet qui pouvait être récurrent, qui était celle de la complétude du bilan carbone, avec des émetteurs qui présentaient un scope 3 dans leur DPEF, qui après analyse et dont l'effet était finalement un scope 3 partiel car il était incomplet avec l'ensemble des postes prévus par le GHG protocole. Aussi un commentaire qui pouvait être récurrent des équipes de l'AMF qui visait le manque d'informations contextuelles sur les résultats de ces indicateurs, notamment lorsque les résultats étaient finalement négatifs pour la société. On vous rappelle sur la droite de l'écran, comme dans les précédents slides, un focus sur que demande la CSRD avec 2 points d'attention qu'on peut mettre en exergue. Sur le premier sujet, c'est celui qui convient tout simplement d'appliquer les exigences de publication minimale de SRS de MDRM pour tout indicateur publié. Donc, par exemple, des précisions sur le périmètre, la méthodologie de calcul et les hypothèses, l'utilisation de dénominations adéquates. Et aussi à bien avoir en tête la possibilité d'omettre un point de données si celui ne passe pas le prisme de matérialité. Donc, il est jugé non matériel par l'émetteur. Dans cette slide, vous avez ici un exemple qu'on a sélectionné, celui de Forvia, parce qu'on le juge particulièrement intéressant. Outre le fait qu'il fournit un tableau complet des émissions de gaz à effet de serre, donc scope 1, 2 et 3 en ligne avec les futures exigences des normes ESRS sur le sujet, le groupe présente également le niveau d'incertitude sur les différents postes qui composent son bilan carbone directement dans son tableau, en plus des éléments méthodologiques narratifs qu'on peut avoir par ailleurs
dans la DPEF. Ce qui est finalement très appréciable pour un lecteur, notamment, pour comprendre l'incertitude attachée au niveau des données liées, au scope 3. Sur le sujet des cibles, donc les commentaires des équipes de l'AMF visaient principalement la pertinence de ces dernières ou la précision de leur définition. Donc, comme pour les indicateurs, on vous rappelle à cet effet qu'avec les normes ESRS, pour toutes cibles publiées, il conviendra d'appliquer les exigences minimales ESRS de MDRT, donc le lien avec les politiques, valeur année de référence, périmètre, période couverte, s'il y a des jalons, etc. Et que l'absence de cible sur un sujet matériel doit être signalée et justifiée au sein du futur état de durabilité. Sur le sujet neutralité carbone et net zéro, je vais l'aborder dans le slide suivant. Vous verrez, ce sera peut-être sans doute plus clair. Donc, ce petit focus sur objectif net zéro et neutralité en matière de GES. Gros point d'attention concernant l'utilisation de ces termes, donc du terme zéro net et neutralité en matière de gaz à émission de serre, qui maintenant, avec leur définition normée dans les ESRS, doivent nécessairement conduire les émetteurs à se réinterroger sur l'emploi et la communication sur ces deux termes dans leur futur état de durabilité. Ici, dans l'exemple suivant, on peut noter que Schneider Electric est très précis dans les cadres de référence relatifs à son engagement net zéro. On a bien une mention du cadre du référence SBTI, donc ici c'est le Corporate Net Zero, et le statut de validation des objectifs auprès du même organisme, donc Target Set, c'est-à-dire validé. Donc c'est une des présentations qui est pour nous, qu'on avait jugé très utile de vous présenter parce qu'elle était très précise. Et pour faire le lien avec le slide précédent, ici on a l'emploi du terme net zéro, donc nécessairement Schneider Electric devra se réinterroger sur le respect de son engagement net zéro avec les exigences imposées par les ESRS encadrant désormais cette notion. Je laisse la main à Chloé sur les politiques et actions. Merci Vincent. Alors, pour continuer sur les politiques et actions, qu'on a regroupées parce que souvent c'est présenté ensemble, les éléments trouvés, les commentaires faits par les superviseurs de l'AMF sur les précédentes années sont toujours sur, ça ne va pas vous étonner, le niveau de description, le niveau de détail et le sujet cohérence. C'est toujours ces deux aspects qui reviennent pour presque tous les sujets. Alors quand on parle de précision du niveau de description, de quoi parle-t-on? On parle de bonne définition des politiques et des actions pour qu'on sache de quoi on parle, de précision sur les périmètres de ces politiques et actions. C'est très important parce qu'on peut très bien avoir un enjeu qui est matériel sur les opérations propres de l'entreprise et sa chaîne de valeur, mais une politique qui n'évoque qu'une partie de la chaîne de valeur ou alors que les opérations propres pour des raisons opérationnelles ou de faisabilité, etc. C'est vraiment très important que le lecteur puisse comprendre ces différences le cas échéant. Donc, c'est pour ça qu'on insiste là-dessus et c'est évidemment des points qui sont repris dans la CSRD. J'y reviens juste après. Sur le niveau de détail sur les actions et plans d'action, dès les années, dès 2023-2024, l'AMF posait déjà des questions reprises aujourd'hui dans la CSRD sur la contribution attendue des actions et pour donner, si vous voulez, de la crédibilité aux actions, quels sont les moyens alloués à ces actions, que ce soit des moyens financiers ou humains, et en particulier pour le climat, sur la description des actions, les leviers de décarbonation. On aura un exemple sur la slide juste après sur ces leviers de décarbonation. Donc voilà, sur la description. Aujourd'hui, avec la CSRD, on a un socle minimal d'informations qui est demandé pour toute publication de politique ou action,
que ce soit des éléments prédéfinis dans les ESRS ou que ce soit des éléments ajoutés par l'entreprise à son reporting ESRS, qu'on appelle dans le jargon des éléments entity spécifiques, spécifiques à l'entreprise. Pour tout type de politique action, il faut appliquer ce socle minimal qui est défini dans les sections MDRP et A pour Minimum Disclosure Requirement Policy et Actions. Et ces éléments-là, ils portent sur les éléments que je viens de vous présenter, donc la description de la politique, son périmètre, l'objectif de la politique, les cadres de référence sur lesquels l'entreprise s'est appuyée pour définir ses politiques actions, etc., etc. Et pour les actions, les moyens alloués, les CAPEX et OPEX significatifs liés aux actions, pour vous donner un peu plus d'exemples. Même chose que pour les cibles, comme l'expliquait Vincent tout à l'heure, si une entreprise a un sujet matériel, mais qu'elle n'a pas par ailleurs défini de politique et action sur ce sujet matériel, il faut qu'elle le signale. Elle n'est jamais obligée d'avoir défini une politique, puisqu'on reste sur les règles de transparence, mais il faut qu'elle le signale et qu'elle le justifie. Bon, cette justification, elle peut être brève. Il ne s'agit pas de faire des déclarations négatives sur des pages et des pages, mais c'est quelque chose qui est demandé. Et par ailleurs, sachez que la déclaration négative sur l'absence de politique était déjà quelque chose de demandé avec la DPEF dans la transposition française. Donc on reste sur une situation similaire. Sur les questions d'action, l'ESMA a publié, alors il me semble que c'était cet été, à moins que ce soit dans les priorités de supervision d'octobre, une petite phrase qu'on trouve assez importante sur les actions, où on demande aux entreprises de ne pas présenter d'actions si la contribution de ces actions à la politique ou à l'objectif est vraiment anecdotique. Donc autrement dit, d'avoir un sorte de fil de matérialité et d'importance sur la présentation des actions, ou à minima de hiérarchiser cette présentation-là pour ne pas noyer les informations vraiment importantes en termes d'action d'entreprise. Le deuxième aspect, c'était le sujet de la cohérence, et notamment, qui était mis en avant par l'AMF et qui est repris aujourd'hui par la CSRD avec cette déclaration négative en cas d'absence de politique ou d'impact. Le sujet de la cohérence, il fonctionne aussi avec la description du périmètre, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le même périmètre pour votre politique action et votre objectif ou votre enjeu, c'est bien de le signaler et que ce soit très clair pour le lecteur. Sur la slide suivante, merci beaucoup. Vous avez un zoom sur la description des actions concernant le climat, avec cet exemple très intéressant du Bureau Veritas sur les leviers de décarbonation. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que l'entreprise vient quantifier ces leviers de décarbonation. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire sur l'écran, mais on a différents leviers qui sont leviers d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont liés aux activités propres et à la chaîne de valeur, en découpant par type de levier, par exemple, efficacité énergétique des bureaux, pour ce qui est des activités propres. Et on vient quantifier l'impact de ce levier sur l'atteinte de l'objectif. Donc, c'est très précis et c'est précisément ce qui est demandé par les ESRS. Vous avez la référence dans le petit encadré rouge, donc c'est l'AR30 de l'ESRS climat, qui va demander la contribution quantitative estimée de ces leviers à la réalisation des cibles avec une ventilation par scope. Donc ici, l'entreprise ne ventile pas par scope, mais a le mérite de présenter ces leviers sur les scopes 1, 2, 3, et pas seulement, par exemple, sur le scope 1 ou le scope 2. Donc on a quand même une vision assez complète. Et c'est important parce que ça permet de comprendre que le levier d'action le plus important de l'entreprise, c'est celui sur la chaîne de valeur, sans doute celui sur lequel c'est le plus compliqué d'agir, alors que l'efficacité énergétique des bureaux, c'est peut-être plus facile d'agir là-dessus, mais cet impact est moindre. Donc ça permet aussi de hiérarchiser pour le lecteur les actions qui sont peut-être décrites narrativement à côté de ce tableau. Merci Et Chloé. je te laisse la parole, Vincent. Alors, pour terminer sur notre dernier pilier de l'état de durabilité, qui est celui de la gouvernance, 3 principaux sujets ont fait l'objet de commentaires par les équipes aux émetteurs: la formation des administrateurs, la description des rôles des organes de gouvernance en matière de durabilité
et l'intégration de critères RSE dans la rémunération des dirigeants, notamment sur la transparence, sur les critères retenus et enfin sur leur fixation. Sur les sujets de fixation, on vous renvoie, si besoin, aux bonnes pratiques qui avaient été identifiées dans notre précédent rapport AMF de 2022 sur le gouvernement d'entreprise. Donc ces 3 enjeux, 3 principaux commentaires sont repris par les ESRS dans Gov 1 à 5 et qui ajoutent également les sujets de contrôle interne et du processus de vigilance raisonnable. Pour rappel, comme l'a déjà évoqué Chloé dans le cadre de notre présentation, si les informations sur la gouvernance liées à ESRS 2 sont à présenter dans la section générale de l'état de durabilité, pour éviter les répétitions et aider à traiter ces points, les ESRS offrent la possibilité de faire des renvois vers le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Dans le slide suivant, vous avez un exemple de bonne pratique chez Gatlink où on peut noter, souligner un niveau de granularité intéressant. On a ici l'émetteur qui indique la part de rémunération variable indexée sur des critères de durabilité, donc ici le climat. Et on a aussi une information contextuelle que le groupe présente avec un renvoi à son objectif en termes de gaz à émission de serre et qui mentionne même les pages de l'URD concernées où on peut retrouver ce fameux objectif. Pourquoi, du coup, on vous présente cet exemple de bonne pratique? Parce que c'est justement ce que demandent les ESRS si le climat est jugé matériel. Vous voyez ici dans le deuxième petit carré sur que demande la CSRD. Et enfin, pour terminer sur l'état de durabilité, avant d'aborder les sujets taxonomie, on vous rappelle ici les règles de présentation, notamment si la structure et la dénomination des chapitres sont imposées, vous avez une organisation au sein d'EDR qui est, elle, libre. Je te laisse la main, Chloé. Merci Vincent. Donc on va passer à la partie taxonomie. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat questions-réponses au fil de l'eau et on y répondra à la fin sur la partie CSRD. Alors concernant la partie taxonomie, alors déjà une vision d'ensemble sur ces slides. Merci beaucoup Vincent. Vous voyez dans l'encadré gris, dans les rapports que l'on a regardés, on a identifié plusieurs types de problématiques qu'on a classées en 5 parties. L'analyse d'alignement, l'analyse d'éligibilité. Donc ça, c'est plutôt comprendre la méthode. Comment est-ce que l'entreprise a décrit son analyse de durabilité ou d'éligibilité, a expliqué ses arbitrages, a décrit les activités couvertes, etc. La section en orange APM, c'est vrai qu'on n'a pas mis la définition d'APM, mais c'est les indicateurs alternatifs de performance. Donc, c'est tous les indicateurs hors taxonomie, mais un peu proches de taxonomie que l'entreprise a pu publier. Donc là, il y a des règles de présentation, de non-prééminence de l'information à respecter, de notes de bas de page à mettre pour expliquer que c'est bien différent de taxonomie, etc. Le quatrième aspect, c'est le calcul des indicateurs de performance. Donc là, c'est plutôt des commentaires sur la présence des indicateurs demandés, le respect de la méthodologie de calcul de ces indicateurs lorsqu'elle est demandée, et aussi les informations contextuelles narratives sur le calcul de ces indicateurs-là. Les questions de réconciliation entre le CAPEX total et les états financiers, etc. Et enfin, des commentaires sur les modèles de tableau. Et vous voyez que les commentaires les plus récurrents sont ceux sur les modèles de tableau, les analyses d'éligibilité et d'alignement, et surtout le calcul des indicateurs de performance avec beaucoup de commentaires sur, par exemple, l'absence d'un indicateur demandé et la réconciliation, etc. On reviendra sur ces commentaires fréquents sur les slides d'après. Nous, on s'est concentré pour cette présentation-là sur
l'analyse d'éligibilité et alignement, les indicateurs et les modèles de tableau. Pour ce qui est des APM, on avait déjà des guides et des messages clés passés dans nos précédents rapports qu'on a publiés sur la taxonomie en 2022 et en 2023. Donc, pour explorer ces sujets, je vous invite à aller regarder ces précédentes publications-là avec même des exemples qu'on mettait de bonne communication sur les APM. Comme pour la partie DPEF / CSRD, dans la partie taxonomie, on fait un résumé de nos commentaires, on fait quelques encadrés pédagogiques sur la taxonomie et des exemples de bonnes pratiques. Dernier point important sur cette slide, vous le voyez peut-être, 20% des commentaires qui ont été faits par les superviseurs de l'AMF portaient sur la taxonomie par rapport au reste hors taxonomie. Donc, c'est quand même une section conséquente de l'action de l'AMF sur les DPEF et demain l'état de durabilité. Pourquoi ? Parce que la taxonomie, ça fait maintenant 2 ans et bientôt 3 que c'est une priorité de supervision au niveau européen. Et donc, on a beaucoup de discussions par ailleurs au niveau européen sur cette supervision de la taxonomie pour essayer de faire converger les pratiques de supervision. Si on part maintenant au cœur du rapport, donc le premier aspect, c'est l'analyse d'alignement et d'éligibilité. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, il s'agit de décrire ici la liste des activités éligibles et alignées, en tout cas pas la liste exhaustive, mais d'expliquer quelles sont les activités de l'entreprise couvertes ou non, et surtout de donner de la matière sur comment l'entreprise a mené cette analyse qu'on sait complexe, plein d'embûches en termes de questions d'interprétation et d'application. Donc, essayer de comprendre les principaux arbitrages de l'entreprise. Et c'est effectivement sur ces aspects que les commentaires de l'AMF ont porté en 2023 et 2024. Alors, d'abord, une question de périmètre d'analyse. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise a couvert toutes ses activités lorsqu'elle a évalué son niveau d'éligibilité et d'alignement, et aussi, est-ce qu'elle a couvert tous ses investissements? Parce que vous le savez, aujourd'hui, avec la taxonomie, pour les investissements, on a différents types d'investissements qui peuvent être reconnus comme éligibles et durables, des investissements qui sont liés à des activités qui génèrent du chiffre d'affaires, et aussi des investissements qu'on appelle dans le jargon individuels, qui sont pas liés aux activités cœur de métier, mais qui sont rattachables à des activités de la taxonomie, par exemple l'achat de flottes de véhicules, l'installation de panneaux solaires, etc. Et donc la question c'est, est-ce que l'entreprise a bien analysé tous ces types tout ce qui peut rentrer dans la taxonomie? Est-ce qu'elle a aussi analysé, ça c'est ce que vous avez dans l'encadré rouge, c'est son éligibilité et son alignement à l'aune de tous les objectifs de la taxonomie. Alors, j'expliquais en introduction dans le panorama, aujourd'hui, en 2024, pour l'alignement, c'était que sur le climat, mais en 2025, on va avoir l'éligibilité et l'alignement sur les 6 objectifs. Et donc, il faudra faire cette démarche d'analyse d'éligibilité et d'alignement sur tous ces objectifs-là. Si, bien sûr, d'éligibilité sur tous ces objectifs et d'alignement, si des critères pertinents sont définis pour vous, ça va de soi. Voilà, donc ça, c'était premier point sur le périmètre complet. Deuxième point, c'est sur la précision dans la présentation des activités et des dépenses. Est-ce qu'on comprend, par rapport au modèle d'affaires de l'entreprise, finalement, qu'est-ce qui est dans la taxonomie et qu'est-ce qui n'est pas? Donc là, on avait des développements, plutôt des bonnes pratiques là-dessus. On a vu une évolution très positive des rapports entre les premières versions en 2022 et les publications en 2024 sur la description des activités éligibles et alignées. Une vraie bonne évolution. Peut-être un point d'amélioration qu'on a mis sur cette slide, c'est pouvoir comprendre lorsque l'entreprise va expliquer je suis éligible pour telle activité, quel est l'objectif de la taxonomie qui est visé. Est-ce qu'on parle uniquement de l'objectif climat atténuation? Est-ce qu'on parle de plusieurs objectifs? C'est important d'avoir ces informations narratives-là pour pouvoir contextualiser les chiffres ensuite. Alors, on sait qu'on a avec la lecture des tableaux, on peut retrouver quel est l'objectif concerné. Mais c'est vrai qu'en présentation globale des activités, ça peut être intéressant de préciser
par rapport à tel objectif. Et sur l'alignement, c'est ce que j'expliquais au tout début, c'est pouvoir comprendre les critères de durabilité, comment est-ce qu'ils ont été évalués, parce qu'on sait que c'est une étape compliquée pour les entreprises avec beaucoup d'arbitrage, d'interprétation. Et c'est justement ce qu'on a voulu vous mettre en avant sur la slide d'après. Et merci beaucoup Vincent. Sur la slide encore d'après, mais sur cette slide-là, ce qu'on a voulu vous montrer, c'était un petit focus sur la complétude du périmètre d'analyse et notamment le cas spécifique des contributions multiples d'une activité à plusieurs objectifs. On l'a remarqué dans les précédents rapports, pour l'instant, les entreprises ont tendance à se concentrer sur l'objectif climat d'atténuation, et elles sont finalement pas si nombreuses à montrer qu'elles ont des activités qui contribuent substantiellement à la fois à l'atténuation et à l'adaptation, ou en tout cas qui sont éligibles, par exemple, à l'atténuation et à l'économie circulaire. Le fait d'analyser la contribution d'une même activité à plusieurs, l'éligibilité et la contribution à plusieurs objectifs, ça n'est pas optionnel. C'est ce qui est demandé dans la taxonomie. Et par ailleurs, c'est un point qui est mis en avant dans les priorités de supervision de l'ESMA. Donc c'est pour ça aussi qu'on le met en avant dans notre présentation, c'est que c'est un point d'attention important aussi pour nous lorsqu'on fait des supervisions. Comment est-ce qu'on en rend compte de cette contribution multiple lorsqu'elle existe? On en rend compte de deux aspects. D'abord, dans les tableaux réglementaires, donc qui n'est pas l'exemple de tableau que vous avez sous les yeux, mais le tableau classique. Donc le tableau réglementaire, comment est-ce qu'on en rend compte? On a dans la première colonne du tableau le code de l'activité à inscrire. Et donc, si vous avez par exemple l'activité construction de bâtiments neufs, vous allez pouvoir écrire que dans cette colonne, le code de l'activité lié au climat et le code de l'activité lié par exemple à l'économie circulaire. Et par ailleurs, pour éviter le double comptage, dans le tableau, vous ne comptez qu'une seule fois. Par exemple, vous choisissez l'objectif le plus pertinent qui peut être l'objectif climat, vous le mettez en gras et vous comptez qu'une fois la contribution liée au climat et pas deux fois le chiffre d'affaires, une fois lié au climat et une fois lié à la contribution à l'économie circulaire. Ça va de soi. Et du coup, comment est-ce qu'on en rend compte de cette contribution à l'économie circulaire? On en rend compte dans le tableau additionnel que vous avez sous les yeux et qui est lui aussi pas optionnel si vous avez effectivement, si vous êtes dans ce cas de figure. Ce tableau-là, c'est un tableau où le double comptage est demandé. Autrement dit, vous pouvez avoir 150% quand vous additionnez toutes les lignes. C'est fait exprès. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce tableau? C'est parce que les investisseurs peuvent avoir besoin de comprendre quelle est la contribution d'une entreprise totale à chaque objectif pour définir, par exemple, son portefeuille biodiversité. Il peut avoir besoin de savoir quelle est la contribution de l'entreprise spécifiquement sur biodiversité, même si par ailleurs dans le grand tableau, l'objectif le plus pertinent pour l'entreprise, ça a été plutôt climat. Donc voilà, c'est important d'avoir ces petits tableaux supplémentaires sur la contribution multiple pour la complétude de l'information pour les besoins des investisseurs. En tout cas, c'est l'horizon souhaitable de la taxonomie et c'est pour ça qu'on insiste dessus. Heureusement, il y a un peu de flexibilité quand même sur l'analyse. On n'est pas obligé de faire cette analyse sur tous les objectifs tout le temps pour toutes les activités. Il y a un filtre de matérialité qui a été mis en avant par la Commission européenne. Donc, c'est le deuxième point que vous voyez sur l'encadré rouge. Donc, les entreprises peuvent ne pas faire l'analyse d'alignement pour les activités qui sont éligibles si ces activités sont peu significatives et si l'entreprise a des difficultés pour faire l'analyse d'alignement. Dans ce cas-là, l'entreprise peut déclarer par défaut non aligner l'activité. Ça marche en cas de contribution multiple, mais même sans contribution multiple. Voilà, on peut avoir un fil de significativité. Il est conditionné à la difficulté d'analyse, mais c'est déjà un premier pas qui aide sans doute les entreprises pour ça. Sur la slide suivante, merci beaucoup Vincent. On revient sur le deuxième aspect qui est le calcul des indicateurs de performance et je te laisse la parole. Merci Chloé.
Oui, alors comme, mentionné, par Chloé, tout à l'heure, le sujet du calcul des indicateurs de performance, ça a été, vraiment une thématique qui a donné lieu à de nombreux commentaires, des équipes de l'AMF, aux émetteurs. Donc vous avez, sur le slide les principaux commentaires, donc notamment, l'absence d'informations contextuelles relatives à l'évolution des ICP d'une année sur l'autre. Donc est-ce qu'on a un changement de méthodologie, des nouvelles activités qui viennent, contribuer, à ces ICP? Des commentaires également formulés sur l'absence d'indicateurs additionnels requis, en particulier celui de l'ICP ajusté en cas d'émission d'obligations vertes. Des commentaires aussi relatifs à non-matérialité de l'ICP, OPEX, donc c'était notamment une insuffisance d'explication pour démontrer que le dénominateur est non significatif et aussi parfois, on avait cette explication et l'ICP et l'absence de publication de l'ICP, OPEX, égale à 0. Mais s'il y a bien, 2 principaux commentaires sur lesquels il faut, peut-être, s'attarder sont les 2 premiers. Donc, les 2 principaux, celui de l'absence de réconciliation des dénominateurs des, ICP, chiffre d'affaires et CAPEX avec les états financiers. Lorsque, par exemple, il n'était pas possible de faire cette réconciliation en lecture directe via les états financiers et aussi, l'absence de précision méthodologique pour comprendre s'il y a des estimations, des arbitrages qui sont réalisés par l'émetteur pour finalement flécher de la durabilité vers le chiffre d'affaires, les OPEX, les CAPEX. Dans le slide suivant, vous avez un exemple de EFAGE qui est intéressant parce que le groupe présente ses principaux points d'arbitrage méthodologique. Donc finalement, outre la transparence sur l'analyse de durabilité qui est réalisée, donc à la fois sur le sujet de la contribution substantielle et des NSH, on a la notion de principaux points d'arbitrage qui est importante parce que finalement elle souligne une démarche un peu de pragmatisme, de matérialité dans la présentation de ce type d'informations par l'émetteur et donc du coup c'est quelque chose qui est utile aux investisseurs parce qu'on a voilà un concentré de finalement ce qui est les principaux, points d'arbitrage et méthodos pour flécher de la durabilité vers les ICP, du groupe. Sur le modèle des tableaux, pour terminer, on vous rappelle ici tout simplement qu'ils sont obligatoires, non personnalisables ou customisables par les émetteurs. Donc ça a fait, l'objet parfois de commentaires de la part des équipes de l'AMF. Point d'attention, on a une mise à jour des tableaux depuis janvier 2024 pour prendre en compte du coup les nouveaux objectifs et aussi point d'attention concernant les tableaux relatifs aux activités gaz et nucléaires. Ils sont bien obligatoires, donc si l'émetteur n'est pas concerné par ces activités, l'entreprise doit mettre non sur toutes les cases du premier tableau et ne pas présenter l'ensemble des autres tableaux relatifs au gaz et au nucléaire. En tout cas, on a bien l'obligation de publier le premier tableau de l'annexe 7 du règlement délégué relatif à ces activités. Chloé, je te laisse la main pour la synthèse et la conclusion. Ouais, merci beaucoup, Vincent. On voulait conclure cette présentation du rapport par quelques mots peut-être plus généraux sur l'approche AMF et ce qu'on retient de cette première analyse des DPEF un an avant la présentation des premiers états de durabilité. Alors, c'était très compliqué pour nous de faire une synthèse des synthèse globale de tous les commentaires faits par l'AMF en 2023-2024, parce que vous l'avez vu, ils portent sur des sujets très différents et à la fois sur le modèle d'affaires, sur les politiques actions, et donc c'est compliqué d'avoir une vision générale. Donc, ce qu'on a préféré faire, c'est plutôt expliquer qu'on était heureux de voir qu'il y avait des bonnes pratiques et qui se rapprochaient des exigences CSRD, avec des belles surprises sur l'anticipation parfois de certains aspects de
de la CSRD. Donc, pour commencer par l'aspect positif, une appropriation progressive de ces exigences, avec toutefois, il faut le reconnaître, un gap qui reste important entre ce que demandent les ESRS et ce qui est publié aujourd'hui dans les DPEF, malgré ces quelques bons exemples. Donc on reconnaît, nous en tant que superviseurs, le besoin de progression des entreprises sur ces sujets, qui ne va pas pouvoir se faire en un claquement de doigts en une année. On a bien conscience que la première année, les états de durabilité ne pourront pas être 100% compliant avec les ESRS et qu'il y aura des trous. Ça, c'est évident. On est bien conscient qu'il faut qu'il y ait une courbe d'apprentissage pour les entreprises, mais aussi pour tous les acteurs, nous compris, pour les auditeurs également. Dans ce contexte-là, ce que l'on fait dans le rapport, c'est qu'on invite les entreprises à se concentrer sur quelques aspects pour la première année particulièrement importants. Donc concernant la CSRD, l'analyse de matérialité, c'est-à-dire la robustesse de l'analyse, ou en tout cas le chemin pour arriver à une analyse de matérialité robuste et qui a du sens pour l'entreprise. Et en termes de reporting, donc un niveau de transparence suffisant sur ce qu'elle a fait, mais aussi parce qu'on sait bien que tous les éléments de la CSRD ne pourront pas être 100% parfaits la première année. Ces difficultés aussi d'analyse de matérialité, ces limites, le fait de ne pas avoir pu analyser son fournisseur de rang 3 qui est particulièrement important pourtant, etc. Voilà, mettre en avant sur la méthode ce qui a été fait et ce qui n'a pas pu être fait. Et sur le résultat, là aussi c'est très important puisque on a besoin de bien comprendre le profil de durabilité de l'entreprise pour comprendre le reste de l'état de durabilité, une bonne transparence sur le résultat de l'analyse de matérialité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la structure et le périmètre de l'état de durabilité. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que jusqu'à présent, la structure de la DPEF n'était pas particulièrement normée. Ici, avec les ESRS, et comme vous l'a présenté Vincent tout à l'heure, avec l'extrait de l'appendice D des ESRS et la structure, on a une structure imposée. Avec 4 sections, une section générale, une section environnement, une section sociale, une section gouvernance, et à l'intérieur de cette section, une organisation particulière, d'abord climat, puis etc., etc. Donc ça, cette structure, il faut la respecter. Il y a quand même de la flexibilité qui est donnée aux entreprises, mais il y a cette grande structure à respecter néanmoins. Et sur le périmètre, là aussi, c'est peut-être un des points les plus difficiles par rapport à l'exercice précédent de DPEF, c'est qu'il y a une exigence d'alignement du périmètre du reporting état de durabilité sur le périmètre état financier. Ce qui veut dire que, a priori, un indicateur qui est matériel, il faut le donner non pas seulement pour les 3-4 filiales pour lesquelles c'est matériel, sauf indication contraire, mais au niveau groupe. Et donc, il y a un effort de collecte de données conséquent, de centralisation des données, de consolidation qui est conséquent. Donc, on sait bien que la première année, peut-être que tous les indicateurs ne pourront pas être donnés sur 100% du périmètre, mais c'est un effort à faire et donc il y aura de la transparence à donner sur ce sujet-là. En tout cas, ça va être un point d'attention de l'AMF pour la première année. Ces priorités-là, elles sortent pas du chapeau. C'est des priorités qui ont été discutées au niveau européen donc au niveau ESMA avec nos homologues. Et donc, vous avez dans l'encadré gris le lien vers les priorités de supervision pour 2025 de l'ESMA qui vont nous guider dans notre premier exercice de supervision en 2025. Donc ça, c'était les 2 points sur la partie CSRD. Le dernier point, c'est sur le reporting taxonomie, qui est comme j'expliquais en introduction, ça fait plusieurs années que ça fait partie des priorités de supervision. Vous pourrez aller lire dans les priorités de l'espace, ça reste un point de priorité plutôt général. On ne rentre pas dans le détail de ce qui est attendu pour le reporting taxonomie. C'est plutôt un point d'attention sur la présentation des modèles de tableau de la taxonomie qui doivent être faits sans modification des modèles de tableau.
et la complétude de l'analyse, donc ce que j'expliquais tout à l'heure sur le fait de couvrir les 6 objectifs et pas de se concentrer uniquement sur climat, ce qui aurait des conséquences négatives pour l'intérêt et l'utilisation des données taxonomie pour les investisseurs. Donc voilà, ça c'est pour les priorités. Évidemment, l'AMF invite les entreprises à utiliser toutes les mesures transitoires qui existent et qui sont prévues par les ESRS. Donc, vous connaissez sans doute ces mesures transitoires, mais des mesures liées à la collecte de données sur la chaîne de valeur, par exemple. Une autre mesure que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'analyse des effets financiers anticipés, prospectifs, donc d'un point de vue général, mais aussi ces informations plus précises qui sont demandées sur le climat ou la biodiversité. Tout ça, pour tout ça, il y a des mesures transitoires. Donc vraiment important de les utiliser pour prendre le temps de collecter des données de qualité. C'est vrai qu'on préfère qu'il y ait des publications avec des données de qualité plutôt qu'en volume et que les données soient non satisfaisantes. Et donc, très important de respecter ces principes de qualité de l'information qui sont définis dans les ESRS et d'être transparent en cas de manque de données. Pour aller un peu plus loin, c'est vrai que dans les ESRS, il n'y a pas de disposition écrite pour l'instant qui dit si vous ne respectez pas les caractéristiques de qualité de l'information, vous devez faire ça, ça, ça. Le bon sens nous amène à dire que en cas de non-possibilité de publication d'une donnée et non-possibilité d'estimation de la donnée, parce que vous savez qu'on ne peut pas fournir la donnée, il faut à minima faire l'effort de l'estimer. Si même l'estimation n'est pas de bonne qualité, évidemment, on ne vous demande pas de publier la donnée, mais d'être transparent sur l'absence de la donnée en expliquant de façon brève pourquoi vous ne l'avez pas eu ou ce que vous comptez faire pour l'avoir, etc. Il ne s'agit pas de faire des pages et des pages de déclarations négatives, hein, mais simplement de donner un minimum d'informations, notamment les premières années. Et enfin, dans le rapport, on invite les autres acteurs importants, donc la Commission européenne, les FRAG et même l'ESMA, à continuer, donc l'ESMA nous-mêmes aussi, hein, continuer à travailler pour apporter des réponses à toutes les questions d'interprétation et d'application des ESRS et de la taxonomie. Vous le voyez, il y a bien ce questionnement politique autour de la CSRD et pourtant les FRAG continuent de travailler sur des foires aux questions et les guides d'application sur la CSRD. Donc, il faut continuer à répondre à ces questions qui sont urgentes pour les entreprises. Donc voilà, ça c'était nos mots de conclusion. Et pour finir, on vous a mis des liens ici vers les autres publications récentes de l'AMF sur la finance durable, notamment en 2024, la publication par l'AMF d'un guide sur les plans de transition. Donc c'est un guide qui avait été fait par la commission climat et finances durables de l'AMF et donc qui a été publié en son nom qui est à destination des entreprises en lien avec la CSRD. Donc pour aller plus loin sur cet aspect climat, ça peut être un guide utile. Et j'attire votre attention aussi sur l'étude sur le reporting taxonomie des sociétés financières dont je parlais en introduction et qui permet d'aller plus loin sur le reporting taxonomie pour les banques et assurances. Voilà. Et puis pour tout ce qui est question d'approfondissement sur la taxonomie, je vous invite à aller regarder les précédents rapports de l'AMF qui sont plus détaillés sur tout ce qui est panorama réglementaire et focus que ce qu'on a pu faire dans ce rapport où on a été plutôt synthétique. Voilà, je m'arrête là et pour cette présentation qui a déjà été assez longue et très dense. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Même si c'est pour répéter des choses qu'on a dit tout à l'heure, ça peut être vraiment très utile. Donc n'hésitez surtout pas. Et voilà, je laisse la parole à Célia. Grand merci, vraiment grand merci Chloé et Vincent, c'était extrêmement clair. Hein. Bravo pour cet effort de pédagogie que vous nous avez fait, c'était vraiment très très utile. Et merci pour ce support de présentation qui sera une bible, nul doute, pour les entreprises. Et merci de fournir matière à de futures conférences IMA aussi sur le sujet. Nous avons pas mal de demandes de précision. Peut-être avant de rentrer dans ces questions détaillées, je ne peux pas ne pas évoquer quand même les réticences au bas mot politiques sur la CSRD, hein, le pushback même on peut dire, hein, avec déjà le fait que plusieurs pays, grands pays, n'ont pas encore transposé la CSRD. À ma connaissance, je crois que l'Allemagne ne l'a toujours pas fait.
Et puis hier, un commissaire européen qui annonce, alors certes, peut-être de façon un peu maladroite et un peu rapide, la suppression de la CSRD. Quelles conséquences de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut envisager? Alors, Vincent, je vais essayer de répondre à cette question et puis n'hésite pas à compléter. C'est vrai que le contexte, tout le monde s'affole un peu, hein, sur la simplification de la CSRD. Il y a des propositions qui émergent à droite, à gauche. On entend beaucoup de choses. Donc déjà, nous, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, le 26 février prochain, il devrait y avoir une proposition, une annonce par la Commission européenne autour de cette simplification des cas de finances durables. Donc on comprend ce qui serait touché a priori, c'est effectivement la CSRD, la taxonomie et le devoir de vigilance sur lesquels nous, on travaille moins. On ne sait pas encore quelle forme ça va prendre. Ça pourrait être donc effectivement un omnibus qui touche à ces textes, mais ça pourrait être aussi un paquet législatif plus large. On ne sait pas si le 26 février, il y aura une proposition très concrète sur la table ou simplement une annonce. Donc nous, on a aussi peu d'informations que vous sur là où on en est. Donc ça ne va pas impacter tant que ça n'est pas tangible l'approche de supervision de l'AMF et ce qu'on va faire en 2025. L'AMF va appliquer le droit positif, le droit qui est déjà en application. Évidemment, on va rester à l'écoute et si proposition très concrète il y a, on discutera des ajustements voilà, en termes de supervision. Mais comme l'expliquait Vincent en introduction, de toute façon, l'approche de l'AMF en 2025, c'est une approche pragmatique et bienveillante. Donc voilà, on reste à l'écoute et puis on applique ce qui est applicable pour l'instant. Voilà, et on espère. Merci de ces mots, pragmatisme et bienveillance. Non, mais c'est très important de rassurer sur ces aspects, de dire qu'on va se concentrer sur l'essentiel, sur les priorités, pas créer plus d'inquiétudes et laisser les entreprises préparer leurs rapports, des rapports de qualité voilà, sans avoir peur qu'on aille trop loin dans les niveaux de détail, qu'on aille pointer des sous-sujets. Merci de ces mots. Peut-être un tout petit mot sur les rapports taxonomie et CSRD, les rapports de durabilité. C'est vrai qu'en tant que moi j'utilise les rapports et en tant qu'utilisatrice, j'avoue que taxonomie, c'est quand même rude, hein. C'est pas facile hein, de rentrer pour bien appréhender. Peut-être d'ailleurs parce que pour arriver aux activités alignées, il faut passer par le prisme des activités éligibles. Il y a des moments où on se dit qu'un ratio activité éligible, activité alignée sur activité éligible serait plus pertinent que le ratio d'activité alignée sur le total des actifs, hein, finalement. Parce qu'on arrive finalement à des pourcentages assez faibles, notamment dans le secteur financier, qui n'ont pas forcément de pertinence quand on regarde l'activité de la société et ses efforts en termes de transition. Voilà. Je crois que la taxonomie sera évidemment dans le rapport de durabilité, mais peut-être un tout petit mot là-dessus, sur ces rapports. Sur la taxonomie, effectivement, nous, on entend hein, beaucoup de commentaires sur la taxonomie, comment est-ce qu'elle pourrait évoluer pour être plus utile. Donc, je vais pas donner ici d'autres réflexions sur les évolutions, mais peut-être dire aujourd'hui ce qu'on peut faire avec la taxonomie. Vous avez la possibilité de publier des APM, des indicateurs de performance alternatifs. Et d'ailleurs, effectivement, il y a déjà des entreprises qui ont publié des indicateurs du type ceux que vous avez présentés, donc alignés sur éligibles. Mais attention, en l'état actuel des textes, il ne faut pas que ces indicateurs alternatifs prennent le dessus sur les indicateurs réglementaires en termes de volume d'information et en termes de niveau de présentation, donc ne pas les présenter en tout premier, en gros, en gras, par rapport aux indicateurs réglementaires. Ça, c'est un message qu'on passe depuis plusieurs années. Il n'empêche qu'une entreprise qui a envie de montrer un indicateur plus pertinent pour elle, elle pourra toujours le faire, modulo cet aspect de lisibilité qui doit être respecté. Et Vincent, je t'en prie si tu veux compléter. Oui, oui, en effet, pour compléter ton propos, effectivement, dès qu'on est sur un APM-ESG, on tombe dans les orientations de l'ESMA relatives
aux indicateurs alternatifs de performance. Donc il y a un certain nombre de principes, dont celui de la fameuse non-prééminence de l'indicateur par rapport aux indicateurs réglementaires, justifié de sa pertinence, et cetera, et cetera. Donc effectivement, c'est à la main de l'émetteur de présenter cet indicateur pour rendre compte finalement parfois d'un effort sur sa trajectoire d'alignement sur l'éligibilité. Mais attention, à manipuler avec précaution pour pas finalement détourner le regard du lecteur des indicateurs réglementaires. D'accord. Peut-être un petit mot aussi sur le rapport de durabilité. La CSRD prévoit un plan assez strict. Quelle est la marge de manœuvre pour les entreprises sur la présentation de ce rapport? Peut-être Vincent, je ne sais pas si tu peux revenir à la slide de la structure pour être plus parlant. En fait, sur la présentation, mais je crois que c'est ce que tu expliquais aussi, Vincent, il y a une marge de flexibilité sur l'organisation au sein de... Alors, on n'a toujours pas la slide, parce qu'il y a du retard dans l'affichage. Ouais, de mon côté, c'est affiché, je sais pas si... Ah, bon, c'est peut-être juste moi. J'espère que c'est juste un problème de mon côté. Bon, sinon, c'est pas très grave. En fait, vous avez cette structure qui est imposée donc en 4 grandes parties. Et puis, au sein de chaque partie, par exemple, la partie environnement, l'organisation des sous-parties par thématique. Donc, par exemple, d'abord climat et ensuite, si je me trompe pas, pollution. Et ensuite, l'eau, etc. Ça, il faut respecter cet ordre-là. En revanche, ce qui est plus libre, c'est au sein de chaque partie, par exemple la partie pollution, l'organisation des DR. Est-ce qu'on parle d'abord des politiques, puis des indicateurs, puis ça, pour le coup, ah merci, on voit maintenant Vincent. Ça, pour le coup, c'est pas indiqué qu'il faut suivre exactement l'ordre des DR et des data points des ESRS. Alors, c'est une recommandation qu'a pu faire l'ESMA, en tout cas une invitation à suivre l'ordre parce que ça permet d'anticiper le tagging digital de l'information et ça aide à la comparabilité d'un rapport à l'autre. Donc peut-être que c'est plus facile de dérouler les ESRS, mais si vous trouvez une logique autre dans la présentation qui améliore la lisibilité, il n'y a pas de contre-indication à le faire. Pour vous donner un exemple, dans la partie information générale, vous pouvez très bien présenter la méthode d'analyse de matérialité Aéro 1 avant le résultat de l'analyse de matérialité SBM 3, alors que dans la rédaction de SRS2, c'est inversé. Donc, bon, on n'a pas de... Faites ce qui vous semble le plus facile à lire, en ayant quand même en tête l'effort de digitalisation qui arrivera plus tard. Pareil, hein, pour la taxonomie, on ne voit pas vraiment de mal à ce que ce soit présenté à la fin que l'information, vous la présentez dans l'ordre que vous voulez, du moment qu'il y a cette section très clairement identifiable. Voilà. Par ailleurs, il y a des possibilités de renvoi interne dans l'état de durabilité qui vous permettent de mettre des informations d'une politique générale qui touche à la fois à, par exemple, pollution, biodiversité, dans la partie biodiversité et pas pollution. Là aussi, vous êtes juge de ce qui est le plus logique par rapport à votre situation. Voilà, j'espère que ça répond à la Merci, question. non, c'était très clair. Un grand merci pour ces précisions vraiment utiles. On a donc beaucoup de demandes de précision déjà sur les tables de concordance. Faut-il supprimer la table de concordance DPEF et la remplacer par une table de concordance rapport de durabilité? Et dans ce cas, y a-t-il un modèle, un format à utiliser? Alors, pour ce qui est des tables qui sont demandées dans les ESRS, il n'y en a pas tant que ça au final. Les ESRS demandent un tableau avec les exigences de publication auxquelles l'entreprise a répondu, qu'elle a mis dans son rapport de durabilité. Par exemple, l'exigence E11 plan de transition. Donc voilà, ça, il faut qu'il y ait un tableau avec toutes ces exigences de publication auxquelles elle a répondu. Et à côté, le paragraphe où on le trouve la page et le paragraphe où on le trouve. Donc voilà, ça, on doit l'avoir, ce tableau-là. On doit aussi avoir une table avec les indicateurs qui découlent
d'autres règlements européens, par exemple SFDR, pilier 3, etc. Mais au-delà de ça, et des tableaux d'indicateurs très spécifiques, il n'y a pas de table de concordance générale demandée par les ESRS. Donc il faut que, et sauf erreur, et n'hésite pas à compléter Vincent, il faut qu'il y ait quand même, voilà, dans le DEU, qu'on puisse avoir le détail de comment est organisé votre état de durabilité. Et peut-être la question porte sur la fameuse table de concordance de l'URD qu'on a dans notre guide URD qui mentionne du coup des éléments de DPEF pour faire toutes les cross-références. C'est en cours d'actualisation. Donc si la question porte sur est-ce que la table va être modifiée de notre côté, la réponse est oui, mais c'est en cours. Il y a une sous-question qui était est-ce que cette table est remplacée par les dispositions de SRS2, le paragraphe 56? C'est peut-être un peu, on rentre dans du détail. Ouais. Oui, effectivement, je pense que ça, ce sera quelque chose qu'on verra quand on aura révisé la table, mais enfin, voilà. On attend de cette mise à jour, très bien. Effectivement, lors d'une dernière conférence IMA, on avait évoqué le fait que les infographies ne pourraient pas être taguées. Est-ce que ça se confirme? Alors, effectivement, c'est un sujet important. C'est pas la première fois qu'on l'entend, le fait que pour la lecture, c'est très utile d'avoir des graphiques, infographies ou autre type de graphiques, et qu'il y a un sujet sur le tagging de ces informations. Fort heureusement, les règles de tagging et tout le corpus autour du tagging est pas totalement ancré et gravé dans le marbre. C'est en cours de définition. Alors effectivement, l'EFRAG a déjà publié son dictionnaire des tags il me semble pas qu'il y ait des tags spécifiques pour ce type d'infographie. L'ESMA est en train de travailler sur les règles. Ça peut être des commentaires qu'il est urgent de faire remonter pour éviter qu'il y ait un décalage entre l'information lisible par l'homme et l'information lisible par machine. Parce que ce serait dommage de se retrouver avec des rapports de durabilité très édulcorés, sans graphique pour aider à la lecture. Donc je pense que c'est un point très important à faire remonter en espérant qu'une solution soit trouvée sur ces sujets-là. D'accord, très bien. Nous répondons donc effectivement à la demande de commentaires de l'ESMA très rapidement. Une question sur les politiques, si on est en transition entre deux plans d'action avec un plan à venir et que ce plan à venir n'est pas encore défini, qu'est-ce qu'on doit donner comme information? Sur ce sujet-là, je pense que c'est plutôt du bon sens, c'est-à-dire en fait, il faut donner exactement ce qu'il y a dans la question, c'est-à-dire expliquer la situation, décrire son plan actuel, parce que la DPEF, c'est un exercice rétrospectif et un exercice aussi de prospective. Donc, sur le rétrospectif, il faut expliquer quel est son plan d'action et le bilan du plan d'action actuel, le plan d'action jusqu'à présent, s'il est encore d'actualité sur l'exercice sur lequel porte l'état de durabilité et expliquer l'évolution à venir du plan d'action si il est suffisamment précis à l'heure actuelle, puisqu'on va demander aux entreprises de décrire ces nouvelles politiques en prospective et éventuellement les objectifs qu'elle s'est fixés en lien avec ces politiques. Donc, j'aurais tendance à dire tout, tout donner, mais avec un niveau d'information adéquat pour permettre de faire le bilan et de comprendre ce que l'entreprise va publier. J'espère que ça répond à la question. Vincent, n'hésite pas. Oui, effectivement, et juste pour compléter, d'un point de vue investisseur, c'est pas choquant qu'on ait des fois des plans d'action qui s'arrêtent. On va être sur 2025, donc certaines entreprises avaient des jalons intermédiaires à 2025. Donc, comme des plans moyen terme côté financier, on arrive à la fin d'un jalon, on s'attend qu'il y ait un nouveau plan, mais il n'est pas encore défini. Donc, effectivement, ça fait sens, juste transparence en disant que un plan s'arrête et un nouveau va prendre le relais quand il sera défini. Transparence et pertinence. Exactement. Petite question sur les tableaux taxonomie. Il y a des dernières versions, vous avez évoqué des dernières versions. Où se trouvent-elles? Alors,
Je sais pas si j'ai envoyé un commentaire en. J'ai essayé de répondre à la question avec un lien. En fait, si vous voulez les dernières versions des tableaux taxonomie, il faut aller donc sur l'acte délégué qui s'appelle en anglais le Disclosure Delegated Act ou acte délégué article 8. Et lorsque vous êtes sur Eurolex, qui est donc la plateforme des réglementations européennes, il faut bien aller chercher la version consolidée. Donc normalement, je vous ai mis un lien en répondant et sinon, je ne sais pas si je peux partager à tous le lien. Mais voilà, On il faut aller mettra, chercher la version consolidée, la dernière version à jour de l'acte délégué article 8 et ces nouveaux tableaux, ils font déjà partie de ce texte consolidé-là et c'est ceux-là qui font référence. ne vous inquiétez pas, Chloé, on l'enverra avec vos slides. Donc, Super, moi je le mets Laure, dans notre chat. Laure nous indique que le lien est bien visible déjà, mais on l'enverra. Super. Euh, Petite question encore sur ces tableaux. Vous avez montré le tableau là, des activités qui concourent à plusieurs objectifs. Je comprends que ce n'était pas totalement limpide pour certains d'entre nous. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce tableau? En Oui, fait, bien sûr. Je ne sais ouais. pas si Vincent, tu peux arriver à reprojeter le petit tableau. En fait, l'idée, c'est que l'entreprise sélectionne l'objectif le plus pertinent, hein, c'est la question, Oui. et qu'ensuite, sur ce tableau, on peut double compter du chiffre d'affaires et des dépenses. Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, imaginons que vous ayez une activité type construction de nouveaux bâtiments qui est éligible, si je ne me trompe pas, à la fois au climat et à l'économie circulaire. Imaginons que votre activité de construction de nouveaux bâtiments, elle soit effectivement éligible aux deux et que vous ayez une contribution aux deux. Là, il y a plusieurs cas de figure. Si vous arrivez à distinguer, prenons les CAPEX, par exemple, les investissements. Si vous arrivez à distinguer les dépenses d'investissement spécifiquement liées à l'économie circulaire et des dépenses d'investissement spécifiquement liées à l'atténuation au changement climatique, donc en gros, vous arrivez à segmenter les deux sans que ça se recoupe. Dans ce cas, vous n'avez pas de sujet, vous présentez ça en 2 lignes dans le tableau classique, et il n'y a pas de risque de double comptage. Vous n'avez même pas besoin de présenter en une seule ligne en mettant en gras. Donc ça, c'est dans le cas idéal où on arrive vraiment à segmenter. Si ça se recoupe, s'il y a une partie des investissements qui servent aux deux, cette partie des investissements qui sert aux deux, vous la mettez dans une seule ligne, et dans le tableau classique, et vous indiquez que sur cette ligne, ça contribue aux deux. Donc dans la colonne code d'activité, vous mettez à la fois climat et économie circulaire. Maintenant, vous n'allez pas compter, imaginons que ce soit 10 millions sur ce sujet, inventons un chiffre, vous n'allez pas compter 20 millions en mettant 10 millions climat plus 10 millions économie circulaire, puisqu'il s'agit du même investissement. Donc, vous mettez en gras, par exemple, climat, si c'est celui qui est le plus pertinent pour vous. Là, c'est votre jugement. Et vous comptez 10 millions alors si vous allez dans l'autre partie du tableau, dans la colonne climat, contribution substantielle, vous comptez le pourcentage lié au climat. Et dans la partie économie circulaire, du coup, vous mettez 0, puisque vous n'allez pas compter 2 fois. Donc c'est pour ça que vous mettez en gras, mais on sait que cette ligne-là, dans le tableau classique, c'est l'investissement qui est lié aux deux. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avoir l'information sur l'économie circulaire? Vous ne l'aurez pas dans le tableau classique, puisque vous l'avez compté qu'une fois. Vous l'aurez dans le deuxième tableau, qui est celui qui est à l'écran. Ce deuxième tableau vous permet d'indiquer la contribution à l'économie circulaire. Donc là, par exemple, vous avez Vivendi qui explique qu'il contribue en termes d'éligibilité à 2,3% à l'économie circulaire en tout, bien que ce 2,3% peut-être n'apparaît pas dans le tableau général pour éviter le double comptage. Donc j'espère que c'est un peu plus clair. En fait, c'est le moment où vous n'arrivez pas à segmenter. Là, vous indiquez dans le tableau classique, sur une même ligne, plusieurs objectifs et vous mettez en gras, vous comptez qu'une fois. En revanche, dans la table additionnelle, là, vous comptez plusieurs fois et il y a double comptage. Très bien, c'est très clair. Un grand merci, Chloé, pour ces précisions. C'est pas évident, hein, c'est vraiment un sujet complexe. On, C'est vrai que... ouais, on apprend en marchant à tous, hein, que c'est clair. On balbutie ensemble. Et puis bon, la table de concordance, décidément, elle fait recette. Est-ce qu'on peut espérer une actualisation de cette table de concordance du DEU avant les publications 2025 sur 2024?
Vincent, est-ce que tu as l'information? Je n'ai pas c'est dans le pipe. Après, pour être transparent avec vous, toutes nos publications doivent passer par le collège, donc c'est un processus qui est assez lourd, mais en tout cas, les équipes doctrine travaillent dessus. Donc, Bon, il y a de j'ai- l'espoir. voilà, je suis désolé, j'ai pas de visibilité à vous donner. Écoutez, un grand merci. Vous avez répondu à toutes nos questions à ce stade. Il y en aura certainement plein d'autres derrière, mais vraiment un grand, grand merci pour cette présentation extrêmement claire. C'était vraiment, vraiment très pédagogique. On est amené à se revoir certainement. Mille merci Merci. pour tout. À très Bah, Merci à merci. vous pour l'invitation. Merci Très bonne beaucoup journée. et Merci à bonne journée. tous pour votre attention fidèle. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.